Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Radio Ukraine, Radio Donbass, nous sommes en guerre, disait Emmanuel Macron, mais il l'avait dit au moment du Covid déjà. Nous sommes en guerre et la guerre, ce n'est pas seulement effectivement des bombardements, c'est des morts, ce sont des victimes, des dommages collatéraux. La guerre. Ce n'est pas Apollinaire, Dieu que la guerre est jolie. Mais il faut en parler partout, il ne faut pas avoir deux poids et deux mesures. Et effectivement aujourd'hui, Mariupol, Kiev, Odessa sont bombardés, sont entourés par les forces russes. Mais il se passe aussi que depuis 6 ans, 7 ans, depuis 2014, une région de l'Ukraine Est est bombardée, elle, depuis des années. Et il s'appelle le Donbass. Et une reporter, une journaliste indépendante, après avoir couvert la Syrie et le Haut-Karabakh, elle y est actuellement et on va la voir en direct. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Voilà, c'est un chant des pro-russes du Donbass, effectivement, que vous êtes en train d'écouter. Anne-Laure Bonnel, bonjour. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour, écoutez, on a essayé de vous avoir depuis, on a essayé d'entrer en contact depuis quelques jours et enfin, heureusement, on vous a aujourd'hui. Il faut savoir que c'est très difficile en ce moment, on sait les communications, que ce soit téléphonique, que ce soit par Zoom, et c'est par Google Duo qu'on vous a aujourd'hui. Alors, Anne-Laure Bonnel, on entend évidemment la guerre en Ukraine a pris tout le reste, y compris la campagne électorale en France, et c'est normal et c'est logique. Alors aujourd'hui, d'où vous êtes dans le Donbass? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors simplement, si je peux me permettre, je vais rectifier une petite erreur lors de l'introduction. Je n'ai pas couvert la Syrie. D'accord. Je m'y suis rendu. J'ai couvert le Donbass en 2015 en m'y déplaçant à 3 reprises pendant 15 jours. Oui. J'ai couvert le Haut-Karabakh, les Gilets jaunes. J'ai travaillé pour France Télévisions pour des émissions, etc., etc. Je la fais courte. Mais la Syrie, c'est simplement des repérages. Non, mais très bien. Oui, mais enfin, vous y êtes allé quand même, donc c'est ça. Oui. Liban Sud, donc, etc. Oui, voilà. Donc, il n'y a pas eu de fausses informations. Alors, Anne-Laure, revenons... Non, mais il n'y a pas eu de film. Non, bien sûr. Alors, attention maintenant, parce que... Oui, je sais, mais il ne faut pas non plus vous laisser, et vous le savez, vous savez, dès qu'on sort de quelque chose, les gens ont l'habitude de vous mettre des étiquettes, que ce soit vous ou qui que ce soit qui sort des sentiers battus, et ben on n'a pas à s'en occuper, parce que le problème n'est pas les étiquettes, le problème c'est la vie, c'est la guerre, c'est la mort, c'est ce qui se passe vraiment, et ce sont les faits, surtout, qui parlent. Alors, où on en est aujourd'hui, justement, ma question, dans le Donbass, là où vous êtes? Alors, on en est où? Moi, là, j'entends parler de crise humanitaire, et évidemment, cette crise humanitaire est indéniable en Ukraine. Il faut d'abord, si je peux me permettre au préalable, ne pas oublier qu'il y a eu une première crise humanitaire dans le Donbass en 2014 qui n'a pas cessé pendant 8 ans. Et qui reste tout de même à mes yeux, qui n'a pas été médiatisé suffisamment ou alors très peu. Oui. Moi, quand je parle de ça, la plupart des gens à qui je m'adresse en France sont étonnés et voire... on y est, au plus ou moins y est la chose, oui. Enfin. Voilà. Ouais. J'aimerais rappeler tout de même que le gouvernement de Poroshenko, donc je ne parle pas des Ukrainiens, je parle du gouvernement, ne mélangeons pas le peuple et c'est gouvernant, on est bien d'accord. Les deux peuples en souffrent. En 2015, j'avais rencontré donc des Ukrainiens qui refusaient de se battre pendant les combats parce qu'ils avaient le sentiment de se tuer frère contre frère. Voilà. Ouais. Donc ça aussi, il faut le savoir. Oui, il faut rappeler, pardon Anne-Laure, il faut rappeler la proximité entre Ukrainiens et Russes, ne pas l'oublier cela. Mais bien sûr, bien sûr qu'il faut le rappeler. Et surtout ne pas faire de raccourcis, c'est ce qui est aujourd'hui tiré sur l'ambulance
est très 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 dangereux pour la population civile sur place parce que ça s'enflamme, parce que sur les réseaux sociaux il y a de la colère, il y a de la haine et ça va nous mener droit dans le mur à minima. Donc pour rappeler oui, simplement, 2014, oui, allez-y. 2014, bombardement de la population, Oui. les droits élémentaires, les droits sociaux, le versement des retraites, le salaire des fonctionnaires, donc ça inclut les médecins, Oui. la police, etc., ne sont plus versés par Kiev. Mhm. Les canalisations d'eau, les réseaux de transport sont complètement bombardés. C'est pendant ce moment-là que j'avais été sur place. Et le Kiev interdit, ou alors limite à minima, alors que croyez-moi, il faisait moins 20 degrés, on avait besoin d'aide humanitaire. L'acheminement vraiment passe au compte-gouttes, quoi. Donc la crise humanitaire, elle date de 2014. Je ne légitime rien, hein, mais je recontextualise parce que je pars du principe que si l'histoire se poursuit. L'histoire, avec ses forces souterraines, telluriques, etc., si on ne la comprend pas, là, on a une hystérie qui ne nous mènera à rien de bon. Oui, il faut replacer dans le contexte historique de ce qui s'est passé. C'est indispensable, c'est ce que j'essaie de faire. Les gens ne comprennent pas. L'histoire nous parle. C'est un legs d'informations. Bouillonnant, elle peut nous éclairer l'histoire comme elle peut nous enfermer. Alors, c'est quoi l'histoire? Si on ne la connaît pas, c'est un scandale. On est d'accord. Alors, c'est quoi cette histoire? Rappelez-nous. C'est quoi cette histoire depuis 2014? Oui. Déjà, pour situer, il y a eu donc cette ségrégation. On ne peut pas parler d'autre. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Je vous prierai également de faire preuve de pardonner ma fatigue. Je comprends, tout à fait. On ne dort pas beaucoup, donc je cherche mes mots et je m'en excuse pour vos auditeurs. Donc 2014, le premier point, c'est ce blocus qui a affamé la population. J'ai visité les hôpitaux, j'ai mis certains extraits de mon film. Les médicaments n'étaient plus livrés, les couches n'étaient plus livrées. Quand je rentrais dans les hôpitaux, il y avait une odeur d'urine, monsieur, mais c'était insupportable. Insupportable. Un médecin pour 136 enfants malades, handicapés qui n'avaient plus accès à leurs soins. J'ai jamais vu des images qui m'ont hanté comme ça. Donc la question que je pose, et je ne prends pas parti, encore une fois, mais ce sont des questions de morale, tout simplement. Est-ce qu'un gouvernement a-t-il le droit de bombarder sa population et de la priver de ses droits sociaux? Première question. Les choses se sont envenimées. Rappelez-vous, ça c'est un fait que vos auditeurs doivent avoir à l'esprit. Odessa, en mai, on a tout de même eu une cinquantaine de pro-russes lors d'une manifestation suite à l'interdiction de la langue russe qui a ensuite été retirée. Je pense que vous êtes au courant de ça. Qui ont été enfermés dans la maison des syndicats à Odessa et qui ont été brûlés vifs. La police leur a tiré dessus, les images existent. En mai dernier, c'était en mai dernier. Non, ça. en mai 2014, monsieur. Ah pardon, mai 2014. C'est pour ça que je reviens sur l'histoire. Pourquoi tout ça s'est enflammé? Pourquoi il y a eu des rancœurs, des haines? Et à un moment donné, la crise qu'a vécue l'Ukraine, le Maïdan, cette manifestation, s'est transformée en guerre civile par tous ces événements que je suis en train de vous soumettre, là, de vous citer. N'hésitez pas à me dire si je suis clair ou pas. Non, mais alors jusqu'ici, vous êtes clair. Oui. En déclarant ensuite le 23 octobre devant la Rada, toujours Poroshenko, le 23 octobre 2014, devant la Rada que pour mater l'insurrection de son peuple, de sa population, eh bien, il gagnerait cette guerre en enfermant les enfants dans les caves, ils n'iront plus à l'école, ils ne recevront plus leur retraite, etc. Oui, voilà, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il y a eu un vrai sentiment d'insécurité de la population de l'Est. Je cite Poroshenko, juste Anne-Laure, je cite Pedro Poroshenko, ce que vous venez de dire. 2014. Nos enfants, 2014, nos enfants iront à l'école et à la garderie, les leurs resteront dans les caves des sous-sols, nous aurons du travail, eux non, nous aurons les retraites, eux non, parce qu'ils ne savent rien faire, et c'est précisément comme ça que nous gagnerons cette guerre. En 2014, c'est ce que disait alors président de l'Ukraine, Petro Poroshenko.
Alors. Vous avez déjà entendu un président parler comme ça à son peuple? Oui. Et on va faire rentrer l'Ukraine en Europe. Alors là, je vais pas là, c'est trop tendu, mais franchement. Est-ce qu'il considérait déjà, pardon Anne-Laure Bonnel, est-ce qu'il considérait déjà, et certains, que ces gens-là n'étaient plus, ne faisaient plus partie du peuple ukrainien? Oui, alors. Je ne juge pas, je constate. Oui. J'ai une vidéo de monsieur, comment il s'appelle ce journaliste On va vous retrouver ça. Excusez-nous là parce qu'on a tellement de vidéos. Non, j'imagine, mais allez-y. C'est la date, s'il te plaît, tu peux retrouver Bogdan Bogdevich. Je l'ai mis sur mon fil Twitter, déclaré sur une. Alors visiblement, on m'a dit que c'était sur Internet, mais il y a quand même 500 000 abonnés. Qu'il fallait tout simplement, c'était en quelle date? Je vous laisse fact-checker. Enfin, oui. 29 avril 2014. 29 avril 2014. C'était avant Odessa. Enfin, vous voyez, tout est parti. Tout ça, il y a eu quand même une montée de discrimination raciale incroyable. Il y a eu de la russophobie. Ne pas l'accepter, ne pas le reconnaître, c'est manquer de déontologie journalistique. Donc, ce monsieur déclarait tout simplement qu'il fallait exterminer 1,5 million de la population du Donbass. Tu peux répéter la date, s'il te plaît? 29 avril 2014. 29 avril 2014. Oui, mais il y a... C'est quoi ça? C'est pas un appel au meurtre. Il y a des malades. C'est un vrai malade, ça. C'est invraisemblable. Je comprends. Donc voilà pourquoi j'y étais en 2015. Oui. Je voulais, moi, quand j'ai vu ces vidéos, et encore, il y en a de nouvelles, parce que je suis ici pour réaliser un film, que les gens comprennent bien. Je ne suis pas là pour faire de la communication sur Facebook. Je le fais parce que là, je suis obligée en regard de toutes les attaques que je subis. Mais mon objectif est de faire un film. D'accord. Voilà, je remets les points sur les i pour que les gens comprennent pourquoi je suis revenue. Et actuellement, donc oui, vous êtes en train de faire ce film. Ce que je voudrais vous demander, Anne-Laure, et prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Est-ce que entre 2014 et aujourd'hui, où ça a repris, les bombardements, enfin, il y a une guerre larvée, disons, n'a pas cessé, où il y a eu des moments de pause complète et puis ça a repris, etc. Écoutez, disons que les accords de Minsk n'ont jamais été respectés, c'est-à-dire avant même de parler de reprise de bombardements ou de tirs d'obus, qui ont toujours été hebdomadaires à minima. On a fait des interviews, il y a eu des moments des pics de tension, mais ça n'a jamais cessé. Donc les accords de Minsk, en termes, en tout cas, militaires, n'ont pas été respectés, mais ça a été au-delà. Ils n'ont pas été respectés dans la négociation avec le Poroshenko et les séparatistes. Il était dit, je vous invite à relire les accords de Minsk 2, il était dit que sous l'égide de Merkel, sous l'égide de Macron et de Poutine, de Hollande, pardon, et de Poutine, eh bien, eux mettaient en place les accords de Minsk de mai. Les pourparlers devaient se faire entre le gouvernement de Poroshenko et les deux républiques autoproclamées. D'accord, Donetsk, oui, d'accord. Voilà. D'accord. Ça n'a jamais été fait. Ils ont toujours refusé. D'accord. Et donc on en est arrivé. Je vous laisserai ça, enfin, vous regarderez, c'est des informations que vous pouvez avoir. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on se retrouve juste après une petite pause. On en a pour 2 minutes et on vous retrouve après ça. Anne-Laure Bonnel du Donbass. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Anne-Laure Bonnel, qui est dans le Donbass, qui avait tourné un film en 2014 et 2015, qui aujourd'hui est là-bas pour faire un film et surtout pour témoigner de ce qui se passe. Alors Bonnel, moi j'ai une question à vous poser, et qui à la cinéaste, à la citoyenne, à la femme, à tout ce que vous voulez, à ce que nous sommes, tous.
Aujourd'hui, effectivement, la bataille fait rage un peu partout, au nord, au sud, à l'est de l'Ukraine. Mais j'aimerais vraiment est-ce qu'une invasion justifie un autre, un bombardement justifie un autre, etc. Ou est-ce que vous croyez, j'aimerais avoir votre avis sur cette espèce de logique des événements, et vous avez tout à fait raison de rappeler, et on pourrait remonter à 1999, et ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, etc., etc., ce qui s'est passé dans le Donbass et qui continue de se passer. Mais est-ce que une invasion, un bombardement en justifie un autre? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que rien ne justifie la guerre, monsieur. Vous savez, Oui. Mes principaux mentors sont des militaires qui m'ont beaucoup appris, et c'est Oui. les premiers pacifistes. Parce que quand vous voyez la mort de près, Oui. on a oublié tout ça en France, en Europe. Oui. Oui, depuis Voilà, longtemps, on est oui. dans une société qui est un peu hors sol, mais rien ne justifie la guerre. Oui. Et je suis navrée que diplomatiquement, ça n'ait pas pu aboutir, parce que la guerre, c'est l'horreur. La guerre, c'est l'horreur. On voit des choses ici, franchement, et j'imagine là-bas, mais vous pouvez pas imaginer que ce soit la souffrance d'une mère qui perd son enfant. Les gens vont puter, c'est ça la guerre. On m'interdit de montrer des vidéos, on a peur du réel, on est devenu dans une société qui a peur de regarder le réel en face. Mais Ouais. osez regarder les effets de la guerre. La guerre, c'est une statistique à la télévision. Or, ce sont des hommes qui souffrent et qui meurent de faim, qui meurent dans d'atroces souffrances, qui perdent du sang, qui ont le foie qui explose. C'est ça la guerre. Ouais. Donc, rien ne justifie un bombardement. Ouais. Et rien ne justifie quoi que ce soit, et je ne justifierai jamais ce qui s'est passé à Poutine. En revanche, je suis convaincue, je suis imperméable aux idéologies, parce que Ouais. tout le monde tourne sa veste au gré, mais c'est que on ne peut pas décrypter ce qui vient, ce qui se prépare, si on ne maîtrise pas des notions d'histoire. Ouais. Ça, je crois que personne Mais ne non, contestera ça. non, je ne peux pas justifier ce qui se passe, monsieur. Ouais. Moi, j'en vois des morts, j'en ai vu, j'en ai vu dans le Haut-Karabakh. Vous regardez les vidéos, mais c'est l'horreur, la guerre. Et alors, C'est l'horreur. Ouais. Et je comprends même pas qu'on ait des gens qui appellent à y aller. Mais si j'ai un message à faire passer, mais réglez ça diplomatiquement. Il y a bien un moyen. Je sais pas, moi je fais pas de la politique, c'est pas mon boulot. Moi je témoigne, mais enfin quoi. ouais. Et c'est vrai que on ne comprend pas un certain nombre de va-t-en-guerre Ils savent pas ce que c'est la guerre, ces gens-là. Ouais. Ils savent pas ce que c'est la guerre, ces gens-là. Parce qu'en France, on n'apprend plus rien. On n'a aucune notion de ce que c'est de vivre dans la guerre. On porte des Nike, on est content, on va faire la teuf, on se plaint que les boîtes de nuit sont fermées. Mais vous allez voir quand ça va arriver, la guerre. Vous allez voir ce que c'est la guerre. Et vous avez l'impression, justement, on va pas faire ici de prédiction, et vous m'avez bien dit, et vous n'êtes pas là pour faire de la politique, mais vous avez l'impression que pour vous, en sortir aujourd'hui, on voit bien d'un côté, on dit, voilà, on va faire la guerre économique, SWIFT, compagnie, Ça sert à rien. Oui, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Déjà, c'est toujours déjà parce que on a poussé la Russie dans les bras de la Chine. Ouais. Bien, c'est mon avis, voilà. Oui, non, mais donnez votre avis. Donc, on divise l'Europe. Et je reprendrai. Moi, je pense qu'il y en a un qui là-dessus a quand même du sang-froid, c'est Védrine. Ouais. Gardez le contact, insistez sur le cessez-le-feu. Gardez le contact, insistez sur le cessez-le-feu. Macron et Poutine doivent garder le contact. Après, il y aura des sanctions. Évidemment qu'il va y en avoir des sanctions. Mais de part et d'autre, c'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'on a une indignation collective aussi. C'est très bien de s'indigner. C'est horrible ce qui se passe en Ukraine. C'est horrible ce qui se passe en Ukraine. Mais au Yémen, c'est pas mieux ce qui se passe. Oui. On sanctionne un peu qui on veut, vous voyez. Les sanctions, elles touchent d'abord les civils. Oui, exact. Et c'est 2 poids 2 mesures. On parle plus. Vous avez vu les sanctions en Irak, le nombre de ce que ça a fait sur les civils? Ouais. Et le Yémen et la Libye, etc., etc., etc. C'est vrai que c'est efficace, les sanctions. C'est vraiment chapeau. Ouais.
C'est comme si on n'apprenait rien de l'histoire finalement, de l'histoire récente. Hein. Ne parlons même pas du passé parce que alors celle-là elle est passée aux oubliettes. Mais regardez les effets des blocus et des sanctions, ça n'a jamais fonctionné. Mais non, on repart, on continue, on recommence. Et Donc, tout le monde a son mot à dire et personne n'y comprend rien. alors Anne-Laure Bonnel, pour vous, ce que vous dites, c'est il faut parler. Il faut parler, il faut arriver à décesser le feu, il faut la désescalade, quoi, de cette espèce de... Alors, à mon petit niveau, parce que je ne suis pas politologue, moi, je suis d'accord. C'est quelqu'un qui, pour moi, a le sens de la réelle politique. C'est Védrine. Quand il invite à garder le contact Macron et Poutine et que je vois des gens s'indigner, bon, déjà, c'est encore des gens qui ne... Oui, qui ne sont pas là. Il faut le contact. Je pense qu'il a raison. Envoyer nos jeunes à la guerre aujourd'hui, vous allez revoir quand ils vont arriver avec des jambes amputées ce que ça va faire. Oh, de toute façon, je crois qu'on n'y pense pas. Personne ne veut faire la guerre, en tout cas en Europe. Je veux dire, personne, ils l'ont dit et clamé. Juste une chose, Anne-Laure Bonnel, pour le moment, vous restez au Donbass, vous continuez à travailler, vous allez rester là? J'y reste. On partira quand on aura récupéré nos dossiers. Ouais. Voilà, faites attention à toutes les intox qui traînent là sur Internet. Je vois, enfin, vraiment, on est dans une guerre de l'information aussi, hein, très clairement. C'est clair. C'est pour ça qu'il faut simplement des faits. Mais là, la guerre de l'info, elle bat son plein et elle est vraiment meurtrière parce que l'opinion publique, qui est volatile, n'y comprend plus rien et ça ne contribue pas à un apaisement. Oui, et ce qui nous tue peut-être, c'est l'amnésie aussi. Je crois que vous avez parlé de l'histoire. Je pense qu'il faut faire attention de part et d'autre à ne pas laisser la victoire de l'amnésie s'installer. Demandons toujours ce que l'histoire a à nous dire. Malheureusement, je pense qu'elle est très mal enseignée. Oui, ça c'est vrai. Anne-Laure Bonnel, merci. Écoutez, surtout c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole. C'est assez courageux là parce que j'ai l'impression que en ce moment c'est un peu tendu. Écoutez, c'est vous qui êtes sur le front, ce ne sont pas nous. Nous, on est au studio. En tout cas, merci à vous et on continuera de vous suivre et de rester en contact. Je vous remercie. Bonne journée à tous.